18 février 2026, c'est le moment des listes de mi-saison pour le TSLH Espoir. Donc, le TSLH Podcast se transforme en liste, podcast de liste. Au moment que je parle, je vais changer l'arrière-plan parce qu'on n'est plus aux listes préliminaires, mais on est bien aux listes de mi-saison. Et voilà. Et voilà, ça prend du visuel pour ceux qui sont sur YouTube. Bref, liste de mi-saison, est-ce que certains joueurs ont bougé? Est-ce que certains joueurs ont quitté le top 32? C'est ce qu'on va apprendre dans les prochains instants, dans les prochaines heures, évidemment. Donc, le plan de match, Pascal, Simon Servant vont vous présenter leur liste de mi-saison. Je vais être en coulisses en train de chiller, jaser, parler de lutte avec nos auditeurs dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais relancer les gars quand vous avez des questions. C'est sûr qu'on les prendra peut-être pas toutes là, à cause de la durée du podcast généralement. Mais si on a des questions pour relancer les boys, on va rendre ça participatif. Donc voilà, j'ai pas d'autres messages, messieurs. Fait que on va lancer ça tout de suite. Hein? On fera pas une intro interminable pour un podcast qui risque d'être assez long. Fait que Pascal, je te lance directement pour le 32e. Puis ensuite, les gars, le TSLH podcast est à vous. Bonne discussion, bonne présentation de vos top 32 pour le repêchage 2026, top 32 demi-saison. Good, merci, monsieur le fondateur. Au 32e rang, moi, j'ai Adam Valentini. C'est pas un gars que j'avais classé au début de l'année. J'avais manqué de visionnement, si on veut. J'avais pas regardé vraiment beaucoup. C'est un match, c'est bon. Donc, j'en ai parlé dans un podcast de pas long. C'est un gars qui est comme vraiment intelligent sur la glace. Tu peux le mettre un peu n'importe où, vraiment intense. Mais c'est plus le plafond offensif que j'ai les doutes pour jouer dans le top 6 dans le national de hockey, mais je pense qu'il y a une place dans le national de hockey. Il y a beaucoup de qualité. Il n'y a comme pas nécessairement de défaut à part de ne pas être une vedette offensive. Fait que, aujourd'hui, c'est un gros podcast. C'est pas nécessairement un podcast qu'on va s'étaler pendant 10 minutes par joueur pour chacun notre part pour décrire les joueurs à fond. C'est plus les mouvements de liste. Puis c'est sûr que les nouveaux joueurs qui arrivent sur la liste, on peut les décrire un petit peu, là. Mais on est plus là pour jaser, si on veut, là. Je sais que Valentini, tu dois le suivre pas mal avec Michigan. C'est un gars que tu suis pas mal, là, mais j'ai beaucoup apprécié sa saison jusqu'ici, là, je te dirais. Ouais, ben Valentini, moi-même, il était dans la conversation pour le top 32 au mois de novembre. Il était encore dans la conversation pour le Mi avec plusieurs autres joueurs, mais il n'a pas fait la cote, mais il est quand même. Il n'est pas très loin, pareil, de mon top 32. Là. Il n'est pas en fin de deuxième ronde, il est plus vers la mi en montant, là, vers le début. Ouais, fait que c'est un joueur que j'aime bien, mais tu sais, comme tu le mentionnais, c'est pas une liste où est-ce qu'on. Vraiment, c'est pas un podcast parce qu'on redécrit tous les joueurs. Moi, je trouve que, tu sais, la première liste préliminaire, c'est un peu, je vois ça comme une introduction. Moi, tu sais, c'est est-ce que le joueur, il rentre bien dans sa saison? Est-ce que le joueur est capable de tout de suite sortir des blocs? Cette liste-là, moi, je trouve que c'est la liste un peu de genre de projection, un peu de développement. Y a-tu une amélioration quelconque? Puis la liste finale, c'est un peu la confirmation. Est-ce que tout ce que tu as vu se confirme? Puis Valentini, pour moi, depuis le début de l'année, c'en est un qui est assez constant quand même. Constant. Avec une bonne équipe, Michigan, c'est le top au pays. Là. Dans les tops, en tout cas, au pays. Fait que, non, c'est ça. Un joueur que j'aime bien, moi, c'est Philippe Novak du côté de mon top 32. Une entrée un peu. C'est un joueur que j'avais regardé au mois de novembre, en fait, pour la liste de préliminaire, mais je n'avais pas. Puis quand j'ai refait mes visionnements, parce qu'il a joué dans les 3 ligues, il a joué en Tchéquie, il a joué dans la Tchéquie 2 et il a joué dans la Tchéquie U20. Puis dans les 3 ligues, tu vois un peu le style de gars énergique. Tu vois le gars un style un peu professionnel, à la différence qu'avec les hommes, justement, c'est le cas typique un peu du jeune joueur qui rentre dans une équipe où c'est des hommes, des vétérans, c'est du professionnel. On essaie de pas trop... Tu ne veux pas faire trop d'erreurs, tu ne veux pas faire trop de mauvaises choses qui vont justement t'empêcher de jouer.
Mais dans le cas de Novak, moi, je trouve qu'il est un petit peu plus à l'aise avec la rondelle, un petit peu plus créatif, entre guillemets, sans nécessairement être un gars qui va complètement dominer sur la glace, mais je trouve qu'il amène une petite touche offensive pour ses coéquipiers au niveau professionnel. Puis il joue un petit peu plus que certains autres qu'on a vus comme Uronen, mettons, ou Van Hattalo. Ça en est des gars qui jouent en Finlande, mais qui ont des rôles un petit peu moins importants. Puis il y en a d'autres qui ont fait des stages là, du côté professionnel, puis ils jouaient moins. Donc lui, je trouve qu'il est quand même un peu plus régulier. Il joue une dizaine de minutes par match, il s'implique, est assez énergique. Donc, il y a un style professionnel, c'est un genre de Suvanto, en guillemets, mais version un peu plus light. Là. Ouais. Fait que je ne déteste pas, c'est mon 32 pour l'instant. Fait que je suis assez content de le voir. Je ne sais pas s'il va rester là, mais une petite entrée pour moi de ce côté-là. J'ai pas eu l'occasion de le regarder énormément, Philippe Novak. Il est dans la to-do list, mais jusqu'ici, je sais qu'au début de l'année qu'il jouait juste en junior. Puis, Oui, il a joué, c'est ça. Ben, je me trompe avec un autre joueur. Il me semble qu'il avait joué juste en junior en Tchéquie. Puis là, c'est ça, parce que je l'ai pas encore vu dans le niveau au-dessus, si on veut. Fait qu'il va falloir que... Il a même fait un retour aussi dans le junior, comme il se fait un peu bardasser à gauche puis à droite de temps en temps, mais oui, il a joué aussi. Il est plus productif dans le junior, tu vois la différence vraiment. Ouais, ça c'est normal. Est-ce que tu veux y aller avec ton 31? Ouais, je peux y aller. Le 31, écoute, c'est Adam Nemetz. Adam Nemetz qui a eu juste une petite chute de son côté de 29 à 31. Puis c'est pas nécessairement. Tu sais, là, il est rendu en OHL depuis après le championnat mondial d'hockey junior. Je pense qu'on voit un petit peu plus. Je pense que quand on amène ces joueurs-là dans la OHL, comme ça, les Européens, tu veux voir une petite touche offensive. Ce que tu vois un peu moins des fois quand il joue chez les professionnels à cause qu'il n'y a pas le même temps de glace, tout ça. Ouais. Je pense qu'on lui donne un rôle un petit peu plus accru du côté de Sudbury, puis je le vois encore avec confiance, avec la rondelle, avec capable de créer certaines choses, mais c'est pas dominant tant qu'à moi. Je pense que c'est juste un gars qui a été... que je le catégorise aussi comme gars qui est capable d'être énergique, un joueur qui peut amener un genre de petit complément, un petit peu. Tu sais, il y a une petite touche offensive, mais c'est pas nécessairement comparativement à Krenko, mettons qu'on voyait. Ouais. La touche de création de jeu, la touche de prendre action avec la rondelle, de vouloir avoir la rondelle, elle n'est pas tout à fait là, mais j'aime son style aussi, un peu plus profil, qui pourrait se transposer dans la Ligue nationale un petit peu. Il y a quand même un pas mauvais gabarit. Là, il va prendre la masse aussi, évidemment, puis comparativement à Novak, qui est genre 200 livres déjà. Fait que lui, Nemetz, il va avoir un petit peu plus de masse à ramasser, mais je le vois encore rester dans mon top 32, peut-être pour la liste finale, mais je pense que la fin de saison puis les séries, ça va vraiment déterminer s'il y a encore sa place, parce que ça bouscule un petit peu là, en arrière, justement. Oui, on va en reparler un peu plus tard, un peu plus tôt, non, un peu plus tard. Dans ma liste, il a fait une entrée dans ma liste, Nemetz. Il m'a comme convaincu sur certains points. Pas que je doutais, mais c'est comme tu as dit, dans le fond, qu'on voulait en voir plus offensivement, mais c'était dur dans la meilleure ligue en Slovaquie. Mais là, en arrivant à Sudbury, on voit un peu plus, puis il est vraiment utilisé à toutes les sauces, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, pour le 31, moi, c'est Juho Piporainen. Je pensais pas l'avoir dans mon top 32 quand je l'ai regardé là, une couple de semaines. En fait, j'ai vraiment fait mes devoirs là-dessus. J'en ai parlé dans le dernier podcast. Puis j'étais comme, tu sais, son plafond offensif, il est pas, c'est pas possible de l'évaluer en ce moment. C'est impossible de l'évaluer parce qu'il n'est pas utilisé offensivement, mais il est capable de bouger la rondelle, capable de faire des bonnes passes, première passe, blablabla, capable d'être méchant devant le net, lors des bandes, gagne ses batailles dans la Liga. Puis quand j'ai monté ma liste, c'est comme à la fin, je trouve vraiment qu'il y a une bonne drop. Là. Il y a beaucoup de joueurs pour la fin de la première ronde, mais beaucoup de joueurs que tu sais, mettons, JP Hurlburt, je l'aime bien, il a beaucoup de talent. Mais faire la ligue pour lui, je suis pas sûr. J'aime mieux ce gars-là, ses chances de faire la ligue que Hurlburt, même si Hurlburt, c'était pas plus de chances de faire un coup de circuit, là, mais le niveau de risque de Piporainen est beaucoup moins présent. Fait que j'ai peut-être un choix de chicken, mais j'aime bien le regarder jouer. Au début de la saison, j'étais vraiment très beige le concernant.
J'avais pas regardé avant la liste, j'ai regardé après la liste. Je sais que j'étais comme un peu beige. J'étais comme, ouais, y a pas grand-chose. Mais là, plus la saison avance, plus il joue dans la Liga, puis dans la Ligue inférieure, tu fais comme, ben, tu sais, il est vraiment constant, il est utilisé, son impact est présent. La projection est quand même facile. Je pense pas qu'il va sortir en première ronde en juin prochain. Là. Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le mettent en milieu de première ronde, mais je trouve ça assez spécial vu qu'il n'y a pas de plafond offensif. Là. Ben, il y a de bonnes chances qu'ils sortent en première ronde, pour vrai. Ouais, mais, C'est pour vrai, là. ouais, mais, mais je parle vraiment autour du top 15, là, top 16, 17, 18. C'est dans une liste, ok, mais vraiment de le choisir là, je trouve ça assez spécial parce que c'est à cause de ça, à cause de l'offensive qui est pas là pendant tout. Là. Fait que, je l'aime bien, mais je le viserais plus en deuxième ronde. Moi, j'ai eu, je pense, j'ai eu 3 bons visionnements, je pense, depuis Parainen, depuis le début de l'année. C'est ça, je suis peut-être pas tombé sur des bons matchs. Le côté défensif, comme tu dis, moi, je pense qu'il n'y a pas de. Ouais, ben c'est ça. Il n'y a, il y a pas de problème. Si, mettons, tu veux l'utiliser comme un défenseur, je ne veux pas dire shutdown parce que, encore, shutdown, il faut que tu sois quand même élite là, dans une certaine mesure. Mais je pense qu'il ne peut pas te faire tant de tort que ça défensivement. Mais j'attends encore de voir des visionnements. C'est pas ton genre de défenseur pour le top 32, non. généralement, c'est ce genre de défenseur-là qui n'a rien offensivement. Ouais. C'est pas ton genre. Moi non, je le mettrais pas là C'est ça. normalement, mais cette année, je trouve que le bas de la première est assez faible. Ouais, ben oui. En fait, comme je te dis, je pense qu'il va sortir en première ronde. Fait que je serais pas surpris qu'on le voit et qu'on est comme, ben ouais, c'est le profil. C'est ça. Je vais y aller avec le 30. J'ai Brooke Rogowski. Je l'avais pas mal plus haut au début de l'année. Je l'avais dans la vingtaine. Je l'avais dessus dans le milieu. Faudrait que j'aille voir. Je l'ai sorti tantôt, mais je l'ai plus. Bref. Il a brassé pas mal. Oui, il était blessé, mais c'est vraiment pour l'évaluation de son offensive. Je me suis peut-être trop basé sur l'évaluation que je faisais de Jack Nesbitt. Rogowski, je l'avais 18. Puis, je sais pas, je voyais beaucoup de lui, de Jack Nesbitt en Rogowski, mais là, tu sais, il y a le côté chien sale, il n'est pas trop là. Défensivement, oui, mais on voit encore moins d'offensive. Les mains ils montent de temps en temps, mais tu vois vraiment qu'il y a une vision limitée. Puis je pense que son impact à moyen terme, à long terme dans le national de hockey, dans le fond de son plafond maximal, est moins élevé que je pensais. Je pensais vraiment que d'ici la fin de la saison, qu'elle allait augmenter dans les listes. Peut-être que je l'ai mis trop haut à cause de ça, mais j'étais comme, j'aime beaucoup son profil. Mais là, non. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est un gros centre, puis c'est une année faible en centre. Ça peut très bien qu'il sorte plus haut qu'il devrait. Mais je me suis calmé un peu sur l'évaluation de Rogowski à cause de son offensive. Mais pourquoi il est là? C'est parce que sa projection dans la ligue est facile sur un 3e ou 4e trio. Donc, au 30e rang, je me suis dit que c'était legit de le mettre là. Ouais, je l'ai un petit peu plus haut. Moi, on va en reparler. Une petite montée aussi de mon côté, mais pas trop exagéré. C'est pas trop abrupt. Numéro 30, pour moi, c'est une entrée aussi. C'est Tommy Blyle, défenseur des Wildcats de Moncton. Quand même. Défenseur que moi, je l'avais regardé quelques fois pour la liste préliminaire, puis je m'étais dit, OK, je vais juste le revérifier un petit peu plus tard. Tu sais, la liste préliminaire, des fois, on se concentre un peu sur des gars qu'on a même déjà vus un peu par le passé. Là. Tommy Blyle, il arrive avec Moncton, puis je trouve que, pas qu'il jouait pas bien avant, mais je trouve que depuis le match des espoirs de la Q, puis depuis que je l'ai revu, il m'impressionne beaucoup à l'attaque. Sérieusement, je pense que c'est un défenseur, un des meilleurs défenseurs pour activer le jeu aussi. Il n'a pas peur d'aller dans les... Quand il y a une occasion pour un 3 contre 2, arriver en deuxième vague, il est très bon pour ça. Très bon pour les petits give and go aussi. Il donne une rondelle à un coéquipier, il se détache de son couvreur, puis là, il est parti, il vient appuyer l'attaque. J'aime vraiment son style de jeu offensif, la première passe, la relance. Il est capable de transporter la rondelle en avantage numérique.
Je trouve que, sérieusement, là, dans une de mes quotes, il a fallu que je vérifie pour être sûr, mais dans une de mes quotes, je disais il est ce que Ryan Lynn voudrait être en avantage numérique, c'est-à-dire que c'est un gars qui travaille beaucoup habilement sur la ligne bleue. Il y a un bon petit two-man game avec Caleb Desnoyers des fois. S'il a l'occasion de rentrer dans les espaces pour décocher des tirs des poignets, il les prend. Il est capable de manipuler un peu ce qui se fait devant lui. Il ne s'en va pas juste chercher des petites assistances bonbons, là, que la deuxième passe, que c'est pas lui qui fait le travail. Je trouve qu'il est très impliqué là-dedans. Puis c'est un peu ce qui m'a retenu du côté de Blair, c'est que je trouve qu'il ramasse beaucoup de ses points en avantage numérique, puis pas qu'il ne fait pas le travail à 5 contre 5. Je trouve que défensivement, il a un bon bâton, il patine bien de reculons, il est mobile. Mais je veux juste vérifier avant si le côté, je ne vais pas dire la progression, mais le côté à 5 contre 5, si ça va vraiment se développer, puis s'il y a vraiment un potentiel d'être un genre de bon 4 là, dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est une possibilité dans son cas? Parce que des défenseurs offensifs, on en voit souvent à toutes les années, c'est de savoir la projection. Puis en ce moment, ce que je vois de Tommy Blair, c'est un défenseur qui est très, très bon offensivement, puis dans une équipe qui est évidemment très bonne overall. Tu sais, les Wildcats, c'est une des meilleures équipes au pays. Je pense qu'ils ont gagné leurs 11 dernières games ou 12 dernières games, en tout cas. Ils sont difficiles à battre en ce moment. Fait que tout le monde a l'air d'une super vedette là, en ce moment, mais je trouve qu'il ressort bien. Puis défensivement, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus physique, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus mean. Il n'y a pas un gros gabarit, donc c'est sûr que c'est quand même compliqué, mais je trouve qu'il barre bien les bâtons et il lit bien le jeu. Donc ça, pour moi, c'est un gars en ce moment que c'est un petit riser. Oui. Il ne va pas riser dans le top 10, mais est-ce qu'il peut riser, tu sais, un top 25, un proche du top 20? J'ai vraiment accroché beaucoup sur lui, puis j'espère que ça va se continuer parce qu'en ce moment, il ne m'a pas donné de raison de, premièrement, pas le rentrer, puis il ne me donne pas de raison de le garder stable. Il me donne juste des raisons de le faire monter. Fait qu'on va voir pour la suite. Là. Lui aussi, en série, ça va être intéressant. Moncton, finalement, il devrait se rendre loin. Donc, s'il continue à être un générateur offensif comme ça, bien hâte de voir où il peut aller dans les listes. Mais c'est une des raisons pourquoi il n'est pas en première ronde, qu'il est en deuxième. Je ne sais pas où en deuxième, je n'ai pas évalué, il n'est juste pas en première ronde. Mais c'est que à cause du gabarit puis de la JMQ. Fait que j'attends vraiment une série pour vraiment évaluer à quel point il va être haut dans ma deuxième ronde ou dans la fin de ma première ronde. Puis tu as raison, c'est un vrai riser. C'est un vrai riser. C'est-à-dire que souvent, on en parlait des fois avec Simon Saint-Laurent. Souvent, il y a du monde il y a des espoirs qui vont riser dans les listes, mais qui ont le même jeu. C'est juste que le monde là, il y a quelqu'un qui en a parlé, fait que les monde vont regarder, puis là, ils montent dans les listes. Mais il y a le même jeu. Mais lui, c'est parce qu'il s'est vraiment amélioré, tu sais. Comme tu l'as dit, c'est vraiment un bon riser après le match des espoirs, puis il a vraiment été bon dans le match des espoirs. Ben, on dirait que depuis ce temps-là, il a pris les choses en main, là, puis il est vraiment le fun à voir aller, t'as raison là-dessus. Je vais te lancer mon 29. Ça, c'en est un qu'on n'est pas les premiers à en avoir parlé non plus. On en a parlé, je sais qu'on en a parlé au mois de novembre, puis en mois de décembre, dans notre chat, mais c'est Simas Ignatavicius, qui joue en Suisse, qui est maintenant rendu dans la deuxième ligue de Suisse, le genre de ligue américaine, là, si on veut. Ignatavicius, pour vrai, je sais que à Hockey Prospect, ils l'ont haut. Je pense que c'était les seuls à l'avoir dans le top 32. Puis à toutes les fois que je regarde ce gars-là, c'est pas un gars qui a un talent hyper perçant non plus. Tu sais, il est quand même bon à l'attaque, il est quand même bon pour le cycle, il fonce au filet, il a un style lui aussi. Encore une fois, tu sais, c'est dans cette première ronde-là, en fin de première ronde, c'est beaucoup des styles de joueurs que est-ce que tu peux projeter dans la Ligue nationale. Tu sais, bon, on va parler de Suvanto, c'en est un. J'ai parlé de Novak tantôt, je me dis peut-être qu'il y a une possibilité. Ignatavicius, c'en est un aussi. Je trouve qu'il est intense sur la rondelle quand même. Il protège bien la rondelle, il fonce au filet, il est capable d'alimenter un peu ses coéquipiers, certaines attaques en lui. Il fait les choses assez simples sur la glace. Il est quand même impliqué un peu partout. Je me dis, il me donne un peu la même vibe que Michael Brandsegg-Nygard qu'on avait vu il y a quelques années. Pas nécessairement du 1 par 1, encore une fois,
mais juste dans l'énergie, dans le gabarit, d'utiliser un peu le corps, de faire progresser le jeu de façon simple, de façon efficace. C'est un des gars aussi que je l'avais un petit peu plus bas dans ma liste préliminaire, mais je m'étais dit, si j'ai des bons visionnements de ce gars-là, il va rapidement rentrer dans la conversation pour le top 32. Puis, c'est ce que j'ai eu. Puis, en plus de ça, c'est que là, dans la deuxième division, là, il produit encore offensivement aussi. Il amène encore plus de points. C'est pas, on s'entend, c'est pas Wayne Gretzky, là, mais là, il y a un peu plus d'opportunités. Donc, il amène un petit peu plus d'attaque. Donc, je me dis encore une fois, est-ce que ce sont des joueurs comme Novak et Suvanto, puis peu importe, est-ce que ce sont des joueurs qui ont, avec un peu d'encadrement, un peu de polissage, un peu plus d'aiguillage sur certains aspects de leur jeu, peuvent devenir des gars de troisième, de bottom six, qui viennent donner un peu d'énergie, qui viennent donner de l'aide un peu dans une équipe, qui sont taxants un peu à affronter tout le temps quand tu es dans le visage. Donc, en ce moment, c'est ça que j'ai avec Ignatavicius. Puis j'espère, lui aussi, que ça va se poursuivre. Parce que j'ai l'impression, encore une fois, que c'en est un qui rise beaucoup aussi. Fait que c'est à voir si la vague va suivre un peu Hockey Prospect. Mais on sait qu'on en avait parlé, nous autres, en riant un peu au mois de novembre puis au mois de décembre. Ouais. Mais j'avais ri parce que j'avais vu dans Instat, dans le fond, la game, t'avais downloadé ouais, des games. j'avais downloadé, ouais. C'est qui ce joueur? c'est quoi ce nom-là? Puis t'avais dit, c'est un joueur, blablabla. J'ai dit, OK. Ouais, je l'avais je regardé, l'aimais déjà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment en octobre. Là. C'est avant la liste en Novembre. octobre. Avant notre liste préliminaire, mais pas au OK, mois ben en d'août. tout cas, c'est vrai, c'était mi-novembre notre affaire, c'était pas début Ouais. novembre. Fait que, ça doit être au début Ben novembre, c'était ici qui est ce joueur-là. J'avais écouté 3 games, puis j'étais comme, il est pas dans ma première ronde. Puis pour l'instant, non, je le mets pas encore là, mais c'est vrai que il joue la bonne façon. C'est juste le plafond offensif, on sait pas encore, mais il joue de la bonne façon, t'as absolument raison. C'est ça. Mais le 29, c'est un joueur que Simon Saint-Laurent m'avait glissé un mot. C'est Jackson Carver. Puis je sais que là, comme je disais tantôt, les risers, qui sont pas des vrais risers, mais Jackson Carver joue de la même façon un peu au début de la saison, mais il est comme plus. Il est un peu plus utilisé qu'au début de la saison, je pense, être un peu plus confiant. Mais c'est vraiment un gars d'habilité. Puis j'avais parlé avec Simon Saint-Laurent après ma liste. Moi, j'avais juste vu en croisé en regardant le gros défenseur Maxime Sokolovski, j'ai dit ça son nom? De London, là. Okay, bon. Puis j'ai noté, bonne main, rapide, mais pas plus qu'il faut. Puis Simon Saint-Laurent a dit, tu devrais. Clin d'œil. OK. Fait que là, j'ai fait mes devoirs, puis effectivement, il y a quelque chose à voir avec Jackson Carver. C'est, je crois, dans les meilleures mains du repêchage. Là, cette année, là, il y a vraiment, vraiment des bonnes mains, une bonne protection de rondelles, mais il suit peut-être un peu trop à ça. Il est vraiment athlétique. Là. C'est un athlète, selon moi, c'est un athlète hors pair. Là. Je le connais pas personnellement, là, parce que je le connais pas. Mais niveau athlétisme, d'après moi, il est vraiment, vraiment élevé. Puis une bonne accélération, bon patin, très évasif aussi. C'est vraiment inné chez lui de juste mettre la rondelle. Toi, la pression est là, tout de suite sur lui. Ma rondelle a une place qu'elle va juste bouger un peu, évite le gars. Puis il est capable de. Ça me fait vraiment penser des fois à Kovalev. Là. C'est vraiment impressionnant de le voir. Mais sauf que des fois, il rate. Puis ça crée des gros revirements. Fait que ce qu'on peut dire, le terme raw. Enfin, vraiment, c'est un talent brut, ce gars-là, qu'il faut qu'il soit raffiné. J'ai lu un texte, justement, qui avait commencé à jouer au hockey à 13 ans. Ce qui est très éloquent sur, sur pourquoi il y a des petits accros. Là. Mais il est dans le meilleur programme au pays, ou même dans le monde quasiment au niveau du junior. Là, donc, il ne devrait pas trop y avoir de problème avec son développement. Puis, tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit un joueur de cet âge-là à London qui joue sur le 3, sur le 4, puis que finalement, ils sont en première ronde parce qu'on le sait qu'il va être vraiment, vraiment bon l'année d'après, qu'il va juste augmenter dans l'alignement. En ce moment, il joue sur le premier trio, là. Puis il produit son tir, c'est un très bon marqueur aussi. Donc il est très créatif avec la rondelle, puis il va vraiment dans les bons espaces. Mais c'est ça. Fait que quand je l'ai vu au début de saison, j'ai pas vu ça. Je sais pas si dans le fond c'est vraiment amélioré ou ben c'est juste pas des bonnes games ou juste que j'étais pas concentré sur lui. Mais j'ai pas le choix de le mettre dans le bas de ma première ronde. Est-ce qu'il pourrait être plus haut? Peut-être, mais
demeure un peu risqué quand même là, à plusieurs points de vue, selon moi. Ouais, pas dans mon top 32, mais il est pas exclu non plus. Il est dans cette conversation-là avec quelques-uns. Oui, donc à voir de son côté. C'est ça, moi aussi, j'aimerais le revoir un peu plus aussi, mais je pense que les séries, c'est la même chose. Je pense qu'en série, Ouais. ça va peut-être donner le portrait de certains gars, dont lui. Fait que à Il prend voir des rendu chances, là. mettons. C'est un preneur de chance. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux que j'aille avec mon 28? Ouais, vas-y, parce que ça va être quick, moi, de mon bord. C'est bon, c'est Thomas Krenko au 28. Il a baissé de 1, mais pas parce qu'il est moins bon ou whatever. Je pense il a vraiment solidifié sa place dans mon classement. C'est le même joueur. Absolument le même joueur, sauf qu'il a produit pas mal à l'échelle internationale, là. Mais fait que c'est un gars qui est bon dans toutes les phases du jeu, qui est rapide, qui fait des jeux, il a un bon tir, des bonnes mains. Proche du filet aussi, il est capable d'être dangereux. Pardon, qui est dangereux, mais c'est juste est-ce qu'il va être capable d'avoir ce profil-là chez les pros? Je sais pas. Mais c'est vraiment un gars intelligent. Fait que je pense que oui, parce qu'il n'a pas peur non. Tu sais, c'est pas un gars de. C'est pas culotte trempe, comme disait Seb Gagné sur Philippe Méchard, là. C'est pas un gars qui a peur. Tu sais, il fonce, puis on le voit en le regardant jouer. Fait qu'il y a ça qui me permet de le garder là. Mais j'ai la misère à le mettre un peu plus haut à cause du risque de sa projection. Mais tu sais, 5 et 11, 170 livres, il y a du monde dans le national qui sont ça. Crosby est 5 et 11. C'est pas Crosby, là. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme. Kucherov, il a cette shape-là, à peu près. Ah ouais, devant nous. C'est Kuchera. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai pas peur de garder mon premier rond. Pour le mettre plus haut, ça pourrait arriver, mais tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il soit plus haut que ça. Mettons, je pense qu'il faudrait vraiment que du monde en haut de lui drop parce qu'ils connaissent une fin de saison horrible, là. Mais c'est ça. Pour l'instant, je me garde une petite gêne, mais tu sais, c'est un joueur qu'on parle depuis le début de la saison, là. Je l'aime bien. Il a vraiment le profil que j'aime bien. Ouais, moi, je l'ai un petit peu plus haut, mais Krenko, c'est le genre de gars que tu sais qu'il y a un cut-off à un moment donné. Ouais, c'est ça. C'est genre, tu peux pas le mettre 15e. Tu pourrais le mettre 15e, mais dans le sens que d'un point de vue, si tu prends un pas de recul, puis d'un point de vue peut-être plus tangible, entre guillemets, là, tu te dis, ah là, si je le mets 15e, ça a l'air d'un trop gros reach. Tu sais. Fait que Puis si, mettons, mais, tu le fais, puis finalement, il devient une vedette, c'est comme, ouais, mais au moment ouais, du repêchage, ton évaluation t'es pas bonne pareil. C'est vraiment je c'est l'ai incroyable. dit, là. Ça m'énerve. Mais c'est ça. Fait, mais il y a un style de première ronde tant qu'à moi, Ouais, vraiment. Krenko. Fait que c'est pour ça que. Mais après, c'est ça. Après, est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, au 28, c'est Rogowski. Rogowski a pris une petite montée de mon bord 31 à 28. Je pense que c'est le même joueur qu'on a vu au préliminaire. Un joueur qui est très raw aussi, qui semble avoir besoin de se faire polir beaucoup. Mais la différence, je trouve, avec lui, c'est que peut-être un peu plus de désir de créer des choses offensivement. Là, il n'est pas plus aidé vraiment avec les Generals d'Oshawa. Il joue avec Griffin, qui est leur top gun, puis O'Donnell, qui est un gars qui va se faire drafter cette année. Il n'y a pas vraiment d'appui beaucoup offensivement, mais je continue à aimer ce que je vois quand même du côté de son travail le long des bandes. Il essaie d'aller au filet, il essaie de créer des choses plus en sortie de bande, essayer de dévier des tirs, essayer d'utiliser son gabarit en tant que tel, même si, comme je le mentionnais aussi, peut-être même j'en ai mentionné, je l'ai mentionné dans le préliminaire, il n'est pas mean. Tu en as glissé un mot, c'est qu'il n'est pas mean. Je pense qu'avec un petit peu plus de hargne, puis un plus de désir de faire mal, puis ça, on le demande tout le temps à des gars comme ça, puis des fois, c'est peut-être un peu. On s'attend à ce que ça soit naturel un peu, puis c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça, mais je pense qu'il y a quelque chose à développer. Puis j'ai l'occasion avec le Rocket de voir un gars comme Tyler Thorpe. Puis là, je dis pas, encore une fois, c'est pas une comparaison, mais j'ai vu un progrès cette année dans le cas de Tyler Thorpe. Fait que je me dis, un gars qui a un gabarit un peu similaire à Rogowski,
qui a une mécanique quand même de patin, une mobilité de patin quand même intéressante pour son gabarit. Il y a des petites touches de main de temps en temps. Je me dis qu'il y a quelque chose à développer là-dedans. Il y a quelque chose qui, de mon côté, mérite de rester dans la première ronde parce que au pire des pires, il va devenir peut-être un troisième centre dans son top. Sinon, peut-être un quatrième centre. Puis, des gabarits comme ça, d'habitude, tu leur donnes un peu plus de chance parce que s'ils viennent dans la Ligue nationale, ils viennent aider quand même beaucoup, non seulement pour ta ligne de centre, mais pour l'équipe en tant que telle. Fait que je me donne le temps de le regarder lui aussi un petit peu plus, mais j'aime le profil quand même. Je veux me donner le temps de lui donner une chance parce que j'ai vu un petit désir offensif de plus, je pense, dans les dernières semaines, derniers mois-ish, mettons. Là. Et c'est sûr, comme tu dis, il s'est blessé aussi, mais fait, ça serait à vérifier de mon côté. 27, un gars, je sais pas, lui, si on est les seuls ou si je suis le seul à beaucoup l'aimer, mais c'est Chase Harrington. J'ai l'impression qu'il est comme tombé un peu dans les cracks du divan depuis le début de la saison. Mais moi, Chase Harrington, je le regarde encore une fois depuis que Preston a été échangé. Je trouve qu'il lui aussi, il a pris un peu plus de confiance offensivement. Il a pris le désir d'être un peu plus le kingpin de l'équipe. Puis c'est pas parce qu'il jouait nécessairement avec Preston, mais là, on dirait qu'il a comme pris ce rôle-là. Il a comme accepté ce rôle-là d'en donner un petit peu plus offensivement. Puis encore une fois, moi, je le vois des fois prendre la rondelle dans sa zone. Puis là, il décide de se lancer à l'attaque. Bon coup de patin pour son gabarit. Ben, il n'est pas 6 pieds 5 à 2,30 là, comme Rogowski, mais il y a quand même une certaine charpente à déplacer. Puis je trouve qu'il se déplace bien, il est agile, sort quelques petites touches de main. Il travaille bien près du filet, travaille bien le long des bandes lui aussi. En avantage numérique, on le voyait sur la half-wall du côté droit pour justement essayer d'envoyer ça au filet ou utiliser le défenseur. Mais des fois, on le voit devant le filet aussi. Il a amené, je ne sais pas s'il a amené ça, parce que c'est pas nécessairement, il n'a pas changé de style, mais je pense que cette confiance-là, un peu plus de patience avec la rondelle, un petit peu plus de désir de créer de l'attaque ou de vouloir faire une petite différence dans la zone offensive. Il y a un style de power forward que j'aime beaucoup. Je pense, mettons, aux Canadiens qui, s'il devait tomber 26-27 dans ce coin-là, moi, Chase Harrington, c'est un gars que je considérerais pour le Canadien. Je trouve qu'il cadre bien dans une philosophie où est-ce que tu veux ajouter un petit peu de gars d'énergie, qui a un peu de gabarit, qui a besoin de donner de l'espace à certains gars. Je l'ai vu prendre de bons lancers, mais aussi d'avoir de belles passes. Fait que vraiment, il est un petit peu complet sans nécessairement être le gars le plus extraordinaire défensivement, mais je vois qu'il essaie, je vois qu'il y a un désir d'avoir un peu d'impact dans son équipe. Fait que c'est un attaquant que j'aime beaucoup, que je pense qu'il devrait rester dans mon top 32. Moi, je l'aime pas mal aussi. Je l'avais 22 au prélim. Il a baissé un peu, pas parce qu'il est moins bon, mais il y en a d'autres qui ont pris un petit step. Moi, je l'ai 26 à Harrington. Je vais parler de mon 27 après, là, mais je vais juste continuer la conversation. Puis, pour le Canadien, c'est sûr que ça serait intéressant. En plus, c'est initial, c'est CH. Mais non, le patin est vraiment, je le trouve vraiment excellent, son patin. Ça lui permet vraiment de couvrir un gros territoire, d'attaquer n'importe quel couloir. Je le trouve vraiment polyvalent à ce niveau-là. Puis il est responsable des bonnes décisions. Fait que j'en ferai pas le profil complet, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis on était d'accord aussi au préliminaire. C'est un gars pas sous-estimé. Je pense c'est pas qu'il est méconnu. Je pense qu'il y a certains qui ne voient pas un gros potentiel offensif chez lui, mais je le vois à cause de son patin puis de sa prise de décision, sa maturité. Je le vois vraiment comme un middle six. Donc, il pourrait même être plus haut à cause de ça. Mais il est là, puis je pense qu'il va rester dans ces environs-là probablement d'ici la fin de la saison. Puis j'ai bien aimé le départ de Matthews Preston aussi sur sa game. Un peu comme Slavkovski sur le deuxième trio. Qu'il a pris, on dirait qu'il prend les choses en main un peu plus. Là. D'accord avec toi. Le 27, c'est une nouvelle entrée, puis dès l'épisode après, je pense, de mon prélim, de notre prélim, pas juste à moi,
C'est Ilya Morozov, là, dès l'épisode d'après qu'on a fait le post-mortem un petit peu. J'avais comme moi, je l'avais pas vu jouer avant. Puis là, je le regardais jouer, puis je le regrette. Je le regrette solidement. Parce que j'adore son profil. Je sais que là, il y a un peu moins de production offensive dernièrement, mais son profil, il est mine, il est responsable, il est vraiment physique. Devant le net, il y va. Mais tu sais, je vois pas de potentiel offensif incroyable, là, mais tu sais, tout le reste, c'est quand même facilement projectable. Projectable. C'est un bel anglicisme, ça. Qui est quand même très facilement transposable ou whatever en Ligue nationale de hockey. Fait qu'il est assez haut dans ma liste. J'ai quand même parlé pas mal dans le podcast que je voulais parler de la NCAA et tout, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle situation. Il joue beaucoup sur l'avantage numérique dans la NCAA. Je pense pas que ça va être le cas dans la Ligue nationale de hockey. Je pense vraiment plus que ça va être un spécialiste de défensive puis de l'échec avant et tout, là. Mais ça, il en faut. Il y a absolument qu'il en faut. Fait que je pense qu'il pourrait même sortir plus haut qu'on pense parce qu'il est excellent aussi comme centre. Dans un repêchage très faible en centre. Donc, je serais même pas étonné qu'il sorte top 20 en juin prochain. Puis, tu sais, 6 pieds 3, 205 livres. Fait que... Oui, c'est possible. Moi, il n'est pas dans mon top 32, mais c'est pas. Je pense que c'est dans ce profil-là de. On en a parlé déjà de quelques-uns là, de joueurs qui font les bonnes choses puis qui, justement, aident une équipe à être taxante puis à faire progresser une équipe dans la Ligue nationale. C'est Marc Bergevin qui disait qu'il y a des bons joueurs qui t'amènent en série puis il y a des joueurs qui t'aident à traverser les séries. Ben, lui, il est dans ce profil-là de joueurs qui aident justement à traverser les séries. Puis souvent, c'est pas toujours des. Arthurie Lekonen, là. C'est demander à Colorado là, si. À Montréal, là, il était pas. On le voyait pas comme une vedette. Puis quand il est arrivé à Colorado, là, c'est devenu un des top guns. Enfin, tu as besoin de ça dans une équipe, des gars comme ça. 26e, c'est une petite montée pour lui. C'est Nikita Klepov de 30 à 26. Je suis encore tanné de. J'aime pas son jeu défensif, encore une fois, mais. Il est capable, mais c'est vrai. Il est capable quand ça lui tente. Il y a un peu de russe dans le nez, hein, c'est ça le problème. Klepov, là, ça vient pas. Ça vient pas de la France. Là. Fait que, mais tu sais, je l'ai vu, ça me faisait rire parce que je le voyais jouer en désavantage numérique. Puis là, j'étais comme, bon, OK. Il joue en désavantage numérique, mais c'est beaucoup. C'est un peu comme quand on disait à Jonathan Drouin, il joue en désavantage numérique. Ouais, mais c'est parce que s'il prend la rondelle, il peut déjouer tout le monde sur la glace. T'sais, Klepov, c'est un talent naturel. C'est un gars qui a de très bonnes mains, qui a un très bon lancer, qui est juste dangereux overall. Puis je pense pas que défensivement, il n'est pas si mauvais que ça. Il joue en piqué, il est super bon. Mais... C'est ça, il se débrouille bien. Là. C'est juste que j'ai l'impression que dans la Ligue nationale, il ne jouera pas en piqué. Je pense pas que ça va être son mandat dans la Ligue nationale. Peut-être que oui, S'il joue en piqué, ça veut dire qu'il va vraiment avoir amélioré sa constance puis son vouloir sur la glace. C'est exactement. Puis c'est bien correct. Moi, tant mieux. Moi, je souhaite ça. Oui, on souhaite tout ça. Ben oui, s'il veut améliorer ça puis il est capable, tant mieux. Il joue beaucoup. Son trio avec Barabanov puis Gilkin. Gilkin, c'est probablement un top 10 l'année prochaine. Il est peut-être plus haut que top 10 même. Même Barabanov, il n'est pas mauvais, sérieux, 14. Là. Non, c'est ça. Mais lui, il a 19 ans, je pense. Oui, c'est son overage. Fait que lui, c'est ça. C'est un peu... il a un peu plus d'expérience. Là, mais en même temps, ça n'enlève rien aux gars qui... Les trois, ils travaillent super bien ensemble. Ils se trouvent bien. Je trouve que Klepov, même des fois, c'est... Il y a un petit peu, tu vois qu'il y a un petit peu de dentelle dans son jeu parce que là, c'est ça, il y a beaucoup de talent avec lui aussi. Fait que là, les gars, ils cherchent un petit peu au lieu de des fois juste y aller un peu plus simple. Mais ça, moi, je fais abstraction de ça quand même. Là. J'aime mieux le voir tenter ce genre de choses-là parce qu'il a le talent. Quand j'ai regardé le match de la OHL, meilleurs espoirs de la OHL, Klepov a été excellent. Là. Je pense qu'il a ramassé 3 ou 4 points. C'est un joueur que, tranquillement, il monte un peu dans ma liste, mais j'ai de la misère à le voir se battre, mettons, pour top 10, top 15. Pour moi, personnellement, juste parce que je pense qu'il y a un petit peu de boom or buzz dans lui. Puis pas nécessairement. Je veux pas dire que il ne pourra pas se trouver une chaise dans la Ligue nationale, peut-être comme 3e trio ou quoi que ce soit, mais
Mais j'ai l'impression que si ça ne fonctionne pas, le côté offensif, est-ce qu'il va pouvoir se rabattre sur d'autres choses? Puis peut-être qu'il va le faire, mais là, il a besoin de le montrer un peu. Puis c'est la même chose aussi. Peut-être qu'il va monter un petit peu, mais les séries vont peut-être me donner un portrait un petit peu plus de son vouloir puis de qu'est-ce qu'il peut amener dans une équipe au prochain niveau. Fait que 26, c'est de son côté. Suvanto, 25, une petite montée lui aussi, 32 à 25. Puis, tu sais, ça fait quelques fois que je parle de lui depuis le début parce que Suvanto, moi, je trouve que c'est un peu dans les gars d'énergie, dans les gars qui font les bonnes choses aussi, qui sont impliqués un peu partout, tant à l'attaque qu'en défensive, qui soulèvent des bâtons, donnent des mises en échec, récupèrent des rondelles, protègent les rondelles. C'est un peu le golden standard de ce tier-là, mettons. Là, c'est ça, de ce tier-là. Il a été excellent. Moi, j'ai trouvé excellent au championnat mondial de hockey junior. Je pense qu'il a ramassé comme 2 points au championnat mondial de hockey junior, mais il a été utilisé dans de bonnes situations. Quand il était sur la glace, il a été dangereux sur la glace avec la rondelle sur la palette, mais il a été dangereux aussi dans son implication overall. Je trouve qu'il ne faisait vraiment pas de mal à son équipe quand il était sur la glace. Il était capable de shut down aussi, même certains gros joueurs adverses du côté junior. Je n'ai vraiment pas détesté son travail. Fait que peut-être qu'il pourra monter un petit peu lui aussi. Mais pour l'instant, c'est ça. Ça me semble vraiment un gars de bottom six. Mais encore une fois, comme on dit, c'est ça. Tu en as besoin, puis je pense que lui, son potentiel de Ligue nationale il est quand même assez accessible. Le plancher est quand même. Le plafond est peut-être à peu près à la même place que le plancher, mais c'est ça, ils vont peut-être se rendre à la même place. C'est ça, ils vont peut-être se rendre à la même place. Fait que c'est 25 Suvanto, mais je ne serais pas surpris de le voir monter plus que ça, et non seulement monter plus que ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être le considérer top 15, top 10 même. Dans la Ligue nationale, je parle. Fait que vraiment un joueur qui me plaît quand même, mais juste une petite limite côté joueur overall. Les 2 que tu as nommés là, Nikita Klefkoff puis Klefkoff, c'est vraiment difficile. Quand tu le cherches sur une stat, il faut que tu marques les P-off, la phénomène. Mais puis Suvanto, on va en reparler un peu plus tard. Suvanto, il a quand même connu un bon considérable dans ma liste. Puis Klepov, il a pogné un flat. Je l'avais vraiment haut. Je vais en reparler de mon évaluation. Puis qu'est-ce qui a changé dans mon évaluation. Je me suis fié au consensus. Non, c'est une joke. 25, moi, 26, j'avais chez Harrington, on a parlé. Puis 25, j'ai Marcus Nordmark. Je sais qu'on va probablement en reparler avec toi un peu plus tard, là, quand le soleil va se lever. Mais moi, c'est une entrée dans ma liste. Puis c'est juste je l'avais ignoré. Pas parce qu'il a changé nécessairement, il a juste continué à dominer, offensivement parlant. Même défensivement, je trouve qu'il est très capable dans la nationale. Là. Puis, dans le fond, c'est juste à l'international aussi. Il continue à dominer. Il domine partout. Son gabarit est très respectable aussi. Dans ce repêchage-là, tu sais, je descendais ma liste, puis j'étais comme, tu sais, je peux pas nécessairement l'ignorer à ce point-là. J'ignore JP Hurlburt parce que oui, il domine, mais il n'y a même pas grand-chose. Mais lui, il amène pas mal plus à plusieurs niveaux. Oui, il est soft, mais tous les Suédois, c'est à terre, sauf Landeskog, sont soft. Fait que maintenant, il faut en revenir. Faut que j'arrête de trop considérer ça selon les profils. Là. Mais c'est ça, c'est un gars qui est très bon avec la rondelle, il est dangereux proche du filet. Oui, on aimerait qu'il fonce plus au filet, le long des bandes et tout, mais faut m'amener dans mon évaluation, il faut que je regarde vraiment sur le papier. Il est-tu bon? Il est pas bon? Il est bon. J'ai pas le choix de l'entrer. Est-ce que sa projection est facile? Pas tant que ça, mais c'est juste le talent est là. Fait qu'il passe au-dessus de plusieurs personnes à cause de ça. De personnes comme Morozov que je vois dans le national de hockey, comme Rogowski et Ryden, mais parce qu'il y a la petite coche de plus au niveau du talent et de la vision du jeu qui permet de le mettre au 25e rang. C'est vraiment plus un ajustement de mon évaluation que vraiment il est meilleur. Non, il n'est pas nécessairement meilleur. C'est juste moi qui l'avais peut-être mal évalué, ou bien que c'est juste que sa constance au niveau de l'offensive me permet de... OK, là, je n'ai pas peur de le mettre là. C'est pour ça qu'il est 25. J'imagine que toi, on va en reparler un peu plus tard. Je sais que tu l'aimais pas mal. Oui, un petit peu plus tard. Une dizaine de rangs, peut-être. À peu près. C'est bon.
Au 24, j'ai Adam Nemetz. Fait que, un peu comme tu as dit, là, on en voit plus. C'est ce que je voulais exactement voir. Son plafond est pas super élevé, mais c'est un gars de national de hockey. J'aimerais avoir un peu plus d'implication physique, mais c'est là pareil. Il protège la rondelle, il est fort sur la puck. Puis aux alentours du filet, ça finit tout le temps par être dangereux. Fait que c'est exactement ça que je veux voir. Je pense qu'il y a 7 buts en 14 matchs, puis il y a 14 passes, donc 21 points. Dans un nouvel environnement, il arrive en plein milieu de la saison. Donc c'est très bon pour lui. Puis même en Slovaquie, il jouait très bien. Fait que il y a tout pour lui pour être en fin de première ronde. Est-ce qu'il va rester 24 dans ma liste? Puis il va probablement rester dans ces environs-là parce qu'il a un profil très bas de première ronde, puis on sait qu'il a du talent. Fait que on verra pour la suite. Ouais, ben moi, 24, c'est Krenko. Fait qu'on on a la connexion des deux, juste à. C'est pas les mêmes rangs à peu près, mais ouais, Krenko, dans le fond, c'est exactement ce que tu disais. Je trouve que il est assuré avec la rondelle. Tu sais, quand il a la rondelle sur la palette, il veut faire une différence, il veut être le gamer, il veut être le gars qui crée des choses. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? C'est ça. Est-ce que tu aimerais des fois qu'il baisse ça un petit peu, là, au lieu de mettre la coche à 11, qu'il la mette à 7-8 peut-être? OK. Mais j'ai confiance en sa projection dans la Ligue nationale parce que j'ai l'impression qu'avec son gabarit, comme tu disais, il accepte un peu de jouer le style de la Ligue nationale, en guillemets. Puis il est pas juste comme périphérie, il est impliqué un peu partout aussi, il n'a pas peur d'aller au filet. Fait, j'ai un peu plus confiance en lui parce que ce côté talent, je pense que le côté talent, il est là, son tir est très bon aussi, il a de très bonnes mains. Je trouve qu'il a une bonne vision vraiment pour. Avec un gars comme Nemeth, justement, je trouvais que Nemeth, quand il lui donnait un petit peu d'espace ou quand il récupérait des rondelles, puis Krenko, il y avait ça sur la palette, on dirait que il y avait tout le jeu devant lui, il y avait tout le panorama, il savait tout ce qu'il allait faire. Puis c'est ça, il y a cette touche de danger-là que j'aimais en lui, que j'aime encore en lui, en fait. Fait que 24 pour lui, c'est. Il a monté un petit peu, il a fait une petite montée lui aussi, quelque chose de tranquille, 26 à 24, mais quand même, il y a une petite progression. 23e, lui, il est à la même place depuis le début de la saison. C'est Malte Gustafsson. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment beaucoup, Gustafsson. Je suis un peu en deux chaises avec lui parce que au niveau junior, je trouve qu'il amenait quand même un peu d'attaque. Je trouve que c'était un peu plus sécuritaire comme attaque. C'est qu'il prenait des décisions, mais même dans un niveau junior, il prenait des décisions, mais ça progressait bien. Il ne se faisait pas tant prendre que ça. Puis je trouvais qu'il y avait un petit peu moins le côté physique, entre guillemets. Là, il a passé au niveau professionnel. Il est allé jouer dans la SHL. Ben, il joue en ce moment dans la SHL, à moins aux dernières nouvelles s'il avait été droppé, mais il était dans la SHL quand j'ai regardé. Et là, je trouve que son attaque, oui, il rentre dans le jeu en attaque, il vient appuyer, il fait des pinches, tout ça, mais je trouve que des fois, il y a un petit. On dirait que c'est un peu moins calculé des fois. On dirait que je vois des jeux forcés, des risques un peu, des petites choses qu'on dirait que je ne voyais pas dans le junior. Puis là, évidemment, dans le professionnel, la pression vient plus vite, les gars sont plus habitués, ils se font moins surprendre. Fait que là, c'est un peu l'ajustement de voir est-ce que. Y a-tu une vraie touche offensive en lui? Puis là, il a ajouté un peu de physicalité aussi du côté de la SHL, plus que dans la nationale. Donc là, c'est là que j'essaie de voir, c'est quel genre de défenseur? Qu'est-ce qui est, justement? Est-ce que c'est je ne sais pas des comparaisons un pour un, mais est-ce que c'est Salim Pelika ou est-ce que c'est Calais Odelius? C'est quoi, où tu te situes là-dedans? Est-ce que tu peux amener un peu d'attaque? Es-tu capable de jouer défensivement? Es-tu capable d'avoir la touche physique? Parce que des fois, il est mine devant son filet. Des fois, des fois, il bouscule. Des fois, il est limite salaud. Là. Mais sur la glace, en général, quand il est près de la bande, tout ça, c'est pas
c'est pas toujours son style comparativement à Hawkinson, mettons, dont on va reparler, où comme il se fait un point d'honneur d'être un vrai, un vrai mine, un vrai rat. Là. Fait que, tu parlais de Sokolovski tantôt. Sokolovski, Ouais. il détruit le monde. Là. C'est un chien, ça. Tous les gars qui donnent une mise en échec, ils tombent sur le cul. Là, que ce soit des gars de 6 pieds 5 ou des gars de 5 pieds 8. Fait que, mais c'est ça, Gustafsson, c'est que là, je suis encore en évaluation à savoir c'est quoi son profil dans la Ligue nationale. Ouais. Est-ce que c'est un 5 que tu peux utiliser dans des situations particulières à 17-18 minutes? Est-ce que c'est un gars qui ne jouera pas dans le show? Est-ce que c'est un gars que tu peux dire, OK, on va lui donner un peu de jeu sur le piqué? Je suis encore en évaluation. Parce qu'il y a un profil intéressant avec le gabarit qu'il y a aussi, la mobilité qu'il y a. Mais il manque des choses. Il manque des choses avec lui. Puis c'est pas des informations qui me manquent parce que j'ai regardé quand même plusieurs fois. Là. Je suis rendu, je pense, à quoi, 13-14 visionnements là, de lui. Je suis rendu à 13 visionnements. Là. Puis là, je suis encore en train de déterminer qu'est-ce que c'est. Là. Fait que Ouais. je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Mais... Puis tu sais, au niveau européen, il y a un profil assez rare, pas rare, mais tu sais, c'est un profil qui est le fun à voir quand c'est un défenseur européen. Puis on en a 3, c'était 4 avec Smith. Ça. Mais tu sais, t'as Smith, Hawkinson, ou Atkinson, Hawkinson, peu importe comment on l'appelle. Là. Mais t'as Smith, Atkinson, Gustafsson, puis Piparainen, qui sont comme des gros défenseurs qui amènent tout quelque chose de différent un peu, mais qui ont comme une colonne vertébrale qui relie un peu trop, un peu le gabarit, l'aspect physique, puis tout. Fait que c'est comme le fun d'avoir ces 4 défenseurs-là quand même dans ce repêchage-là, dans les 2 premières rondes, si on veut, ou plus haut que ça, parce que Gustafsson, je l'ai un peu plus haut que toi. Il a fait un bond de quelques rangs dans ma liste, parce que, un peu comme tu as dit, là, il a fait quelque chose dans la SHL, ça aide beaucoup son évaluation, mais on se pose des questions encore, mais je vais en parler un peu plus tard. Est-ce qu'on était rendu à moi? Ouais, si tu veux y aller avec 23, je pense. Hein? Ouais, c'est Mattis Preston. Tu sais, oui, il a baissé dans ma liste. Il était. Mattis Preston, il était à 13. Là, il est blessé. C'est vraiment chiant pour ça, là, parce que c'est un gars hyper talentueux. Avec la rondelle, c'est un magicien, mais c'est juste. Ça manque beaucoup de finition. Je voulais le voir à Vancouver. C'est Vancouver qui a été échangé, si je me souviens bien. Je voulais le voir là. Puis il a joué 2 matchs, je pense, avant de se blesser. Puis j'avais trouvé excellent dans ces 2 matchs-là avec Brian Lynn qui joue. Bref, en tout cas avec lui. C'était vraiment beau de les voir ensemble. Mais c'est ça, il était blessé. Fait que j'espérais vraiment en voir plus de lui en début de saison. Puis à partir de novembre, puis j'ai vraiment resté sur ma faim énormément, mais tu sais, c'est beaucoup sa réputation de l'année passée qui a fait en sorte qu'il n'a pas trop baissé. Il aurait pu rester plus haut parce que son talent est là, mais je suis souvent déçu quand je le regarde jouer, ce joueur-là, tout comme le prochain que je vais vous parler dans pas long. C'est ça. Fait, mais je peux pas faire d'autre chose que respecter son talent. Puis que le fait qu'on manque un peu de données, puis faut lui donner la chance de comme rattraper un peu le fait, oui, la production offensive n'était pas là, mais est-ce que c'est l'équipe? Pas tant. Je pense plus qu'il faut vraiment qu'il joue un peu plus simple, si on veut, là, vraiment qu'il amène plus ça au filet, plus de décisions moins créatives, mais c'est un peu bizarre à dire, mais vraiment qu'il se concentre à juste faire la bonne chose, si on veut, sur la glace. Je Ouais, pense c'est qu'avant pas trop en faire. C'est ça, exactement. C'est tout. Exactement. Je pense qu'avoir plus de talent dans son équipe à Vancouver, d'avoir des joueurs qui n'ont pas peur de prendre la rondelle, là, ça aurait probablement été. Fait que c'est pour ça que je le laisse là. Parce que c'est vraiment par respect pour son talent, si on veut. Là. Puis par l'évaluation qu'on avait dans le dernier mois et dernière année aussi. Au 22, j'ai Nikita Klepov. Donc, il y a une bonne fucking drop dans ma liste. Il est passé de 17 à 22. Donc, pourquoi? Ben, c'est mon évaluation de son jeu à 55 qui était pas pantoute. Pas qu'il était pas là, mais tu sais, quand tu regardes 5 matchs versus 15, ben, tu vois la constance des décisions, puis tout en offensive. Puis, offensivement, sous l'avantage numérique, c'est un des très bons dans CHL. Vraiment, vraiment solide.
Puis il joue énormément sur le piqué aussi. Il est bon sur le piqué. Fait que tu te dis, pourquoi à 5 contre 5, ça te tente pas? Fait que c'est juste ça. Le talent, il est vraiment élite. Là. Offensivement, il est là. Le tir à 1 contre 1, il est capable de déjouer n'importe qui. Physiquement parlant, il n'a pas toujours peur. Il y a ça. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment le typique Boban Bust. Puis je pouvais pas l'avoir aussi haut que ça dans mon classement de mi-saison. C'était pas un statement au début de la saison. C'était vraiment quelqu'un que je trouvais excellent. Mais à force de le regarder jouer, tu te rends compte que ton évaluation était basée sur plus ses forces que sur l'ensemble de l'ensemble de ses caractéristiques, si on veut. Fait que là, avec les défauts qu'il a, c'est dur à régler généralement, ces genres de défauts-là. Tu sais, un joueur, tu sais, Bolduc, à son année de repêchage, Zachary Bolduc, je l'aimais pas pantoute parce qu'il était comme ça un peu. Tu sais, on voyait tout le talent, mais ça m'aurait tenté d'aller sur la glace pour lui botter le cul pour qu'il fasse de quoi. Puis là, ben, il a comme réglé ça un peu, mais ça revient une fois de temps en temps. Fait que ce genre de joueur-là, comme Klepov, qui produit énormément dans le junior, mais qui a des gros problèmes de constance puis de décision, des fois à 5 contre 5, ben, c'est des gros risques pour la prochaine étape. Fait que c'est pour ça que il a droppé pas mal. Mais encore une fois, je respecte énormément son talent. C'est vraiment le fun de le voir dans des bons matchs, dans des situations offensives. Parce que c'est là qu'il est fort. Ouais, parce que le talent est là pareil. À la minute que tu respectes le talent, moi j'en ai un qui s'en vient là, que il faut que je respecte le talent. C'est juste ça, parce que je me dis il y a trop de chances que ce gars-là. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais le talent, il est là. À un moment donné, tu dis il y a plus de chances que ça réussisse juste parce qu'il est tellement bon, il est tellement intelligent, il a tous les atouts. À un moment donné, peut-être qu'il ne fera pas 100 points, mais des gars qui sont capables de la mettre dedans, t'en as besoin dans la Ligue nationale aussi. Là, depuis tantôt, on parle de gars qui font les bonnes choses, tout ça, ouais, mais un gars créatif, un gars qui la met dans le net, là, t'en as besoin. Là. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, le hockey. Hein? Fait que, numéro 22 de mon bord, c'est Matisse Preston. Tu viens d'en parler. Petite drop, moi aussi, je l'avais 13. J'ai rendu à 22. J'ai été pas mal déçu de le voir se blesser, malheureusement. Parce que je trouve qu'avec les Chiefs, ça allait un peu en dents de scie. Je trouvais qu'il était impliqué offensivement, mais en même temps, c'était pas toujours optimal. C'était pas toujours les bonnes décisions. C'était toujours, on dirait qu'il y avait un peu il n'y avait pas la suite dans les idées des fois. Puis on en avait parlé même au prelim, quand il jouait avec Harrington, on dirait qu'Harrington le forçait à rendre ça un peu plus simple. Il y avait du dump and chase, puis là, tu es comme Harrington, il va aller la chercher. Là, tu es comme obligé de te positionner, puis tu n'as pas trop pensé. Tu reçois la rondelle, tu es proche du filet, tu décoches ou tu crées quelque chose. Là, encore une fois, c'est pas parce que Harrington n'est pas là ou il est là. Ils n'ont pas joué souvent ensemble tant que ça. Non. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose dans son jeu overall parce que le talent est là. Puis là, il arrive à Vancouver. C'est les deux matchs qu'il joue. Il y en a un, évidemment, il l'a pas fini. Il s'est pété le genou, mais il a joué avec Tommy, qui est un gars aussi qui se fait drafter cette année. Il est fun, Tommy. Il y a une petite touche aussi intéressante, un peu plus dans les rondes tardives. Puis là, malheureusement, là, on perd ça. Fait que, il nous manque des infos. On a assez d'infos, mais il nous manque l'information avec les Giants. Est-ce que il aurait peut-être un peu mieux géré certaines situations? Est-ce que une nouvelle équipe, il y avait peut-être besoin d'un changement d'air? Bon, là, on ne le saura pas. Puis là, en même temps, je ne sais pas si la blessure elle va l'empêcher de revenir pour les séries ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, mais il s'est fait ramasser le genou. Je n'ai pas revu aux dernières nouvelles s'il y avait un timeline. Mais c'est ça. Ça va être décevant parce que s'il manque les séries, là, on se laisse sur une note qui n'est pas tant positive overall. Parce que ce gars-là, peut-être que dans 5 ans, il aurait peut-être mérité, de la progression qu'il va avoir, peut-être qu'il aurait mérité un top 10. Mais c'est pas ce qu'on a vu cette année, malheureusement. En tout cas, il y en a qui l'ont vu, mais nous, non. C'est ça. Nous, on ne l'a pas vu visiblement. Donc, à voir pour la suite.